Ravi d'accueillir Emmanuel avec nous, qui va nous parler de leur implémentation de l'Orgadata chez Blablacar. Donc, ravi de t'accueillir, Emmanuel. Bah, ravi d'être là. Et peut-être du coup pour commencer, j'aimerais que tu nous rappelles un petit peu votre contexte data, vos équipes, vos profils, etc., histoire qu'on soit un peu tous alignés sur où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Ouais. Donc la data chez Blablacar, pour commencer, pour la situer dans l'organisation, moi je reporte au CTO, donc on est côté engineering. C'est un groupe d'une quarantaine de personnes qui est organisé en 6 équipes. On a 5 squads qui sont pluridisciplinaires et une équipe plus plateforme. Que dire d'autre? Là-dessus, on a les 4 métiers de la data qui sont représentés, que ce soit les data analysts, les data scientists, les software engineers, les data engineers. Le fait d'avoir tous ces métiers-là, ça nous permet d'avoir de l'autonomie. Je pense qu'on le verra, on verra pourquoi c'est utile dans les questions qui suivent. Mais voilà, en quelques mots, comment on est organisé. Ok, donc du coup, ça fait quelques mois maintenant que vous avez décidé de bouger un peu les choses en termes d'orga côté data. Peut-être revenons à la question de la problématique à laquelle vous vouliez répondre en parlant de data mesh. Qu'est-ce que vous cherchiez à modifier, à résoudre en changeant votre orga data? Ouais, en fait, milieu 2021, je me suis rendu compte qu'on avait un problème qui était d'opérer plus efficacement à l'échelle à laquelle on était, et échelle en termes de taille d'équipe et de maturité. Ce problème, c'était intéressant parce qu'il y avait 2 symptômes très forts. Le premier, c'était la vitesse à laquelle on livrait des gros projets, et le second, c'était la qualité de notre donnée et celle qu'on fournissait à nos utilisateurs. Pour donner des exemples concrets, faire des intégrations, par exemple des M&A que l'entreprise était en train de faire, et fournir la donnée de ces nouvelles entités qu'on absorbait, c'était très très long et compliqué. Un autre exemple, c'est on avait de plus en plus de cas d'usage de machine learning avec du streaming, et ça, c'est des choses qu'on avait du mal à faire, et on avait du mal à faire évoluer notre modèle et notre architecture pour desservir ces besoins-là. Donc on s'est dit, ok, faire avancer plus loin le modèle qu'on a aujourd'hui, où on était organisé par couche technologique, on va pas y arriver. Et du coup, c'est là qu'on a commencé à regarder un peu comment on pourrait s'organiser différemment. Et la partie équipe autonome avec un domaine qu'elles opèrent, c'est venu assez naturellement dans la discussion. Oui, donc c'est quelque chose qui était assez naturel par rapport à votre orga actuel finalement. Il n'y a pas eu besoin d'étudier 8 millions de livres et autres pour se lancer. Alors, c'est marrant, parce que j'adore la lecture, mais sur ce sujet-là, j'ai quand même un peu potassé ce qui se faisait. Mais je crois que j'en ai déjà parlé, mais c'est pas un sujet où je recommande de tout faire by the book. Donc on s'est quand même documenté, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la documentation qui existe en ligne, et tu peux trouver plein d'articles sur le data mesh, encore plus maintenant qu'il y a 1 an et demi. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est de regarder en fait comment fonctionnent d'autres équipes, et notamment les équipes product et engineering, parce que c'est quand même fréquent que tu aies des équipes où tu as à la fois des back-end, des front-end. Front-end, tu as souvent 3 couleurs, iOS, Android, mobile ou desktop. Et du coup, tu retrouves un peu cette pluridisciplinarité, et ça amène plein de thématiques similaires. Idem sur les équipes de back-end, quand tu as une architecture en service, tu vas avoir des équipes qui vont owner un domaine et avoir besoin de collaborer entre elles, etc. Donc, on s'est pas mal inspiré de ça aussi. Oui, en effet, puis on dit beaucoup que le data mesh est finalement la retransposition du DDD, du domaine redesign à la data, et donc c'est quelque chose avec lequel vous avez dû vous inspirer avec les équipes engineering notamment. Ouais, carrément. Je crois il y a plein de sujets sur lesquels on peut avoir intérêt à mettre plein de jargon marketing et se dire c'est pour la data, etc. En vrai, il y a aussi, faut surtout s'inspirer de ce qui se fait par ailleurs, et côté engineering, il y a peut-être 10 ou 15 ans d'avance sur beaucoup de sujets, donc faut juste copier-coller ce qui se fait et l'adapter. Ouais, s'inspirer des bonnes pratiques déjà mises en place, mais aussi comprendre les spécificités que tu as dans le côté data.
Alors, est-ce que tu peux nous faire, peut-être, ça fait quelques mois maintenant que vous êtes réorganisé, une petite chronologie d'où est-ce que, enfin, des grandes étapes que vous avez mis en place jusqu'à en arriver aujourd'hui et bon, j'imagine qu'il y a encore des next steps qui vont venir par la suite. Oui, c'est un chantier qui se finira peut-être jamais, et peut-être tant mieux. Ouais, la chronologie, en gros, troisième trimestre 2021, je me dis ok, il y a un truc qui va pas et notre orga actuel va pas nous emmener beaucoup plus loin. Donc là, il y a un peu une phase de définition de la vision, enfin déjà diagnostic du problème, puis définition de la vision et trouver un peu des solutions qui pourraient matcher. Après, il y a ça a pris 6 mois en pratique, ça aurait pu prendre moins de temps, mais j'ai été absent pendant 4 mois, j'ai pris un long congé paternité. Mais du coup, on a utilisé ce temps-là pour onboarder les managers de l'équipe sur qu'on soit bien d'accord sur le problème, sur les solutions, tout le diagnostic. Et si eux sont pas owners et comprennent pas ce changement, ils vont pas pouvoir en être moteurs et l'organisation va pas pouvoir évoluer. Donc ça s'est terminé à peu près décembre-janvier. Ensuite, on a créé les premières équipes. On a fait ça, c'était fait en premier trimestre. Du coup, ces équipes-là, maintenant, on a des roadmaps trimestriels, donc elles en ont déjà fait 3. Donc on sait que ça fonctionne. On a un peu décalé les choses, c'est-à-dire qu'on a créé 2 équipes en se disant, ok, on fait pas tout le changement d'un coup, ça va nous permettre d'apprendre, de voir si ce qu'on a en tête, ça fonctionne, et de potentiellement faire marche arrière à moindre coût si jamais on se rend compte que ça fonctionne pas très bien. On a créé les 4 équipes qui restaient en mai. Et depuis, là, tous les changements de reporting line sont faits, tout l'orga est reconfiguré. Et là, on est en plein dans les migrations techniques qu'on a volontairement mises plutôt dans la deuxième partie du changement. Parce que ce changement-là, pour moi, c'était 80-90% de changement dans les états d'esprit. Et le reste, c'est de la technique, mais c'est pas de la technique qui est... Il n'y a rien à créer en fait, il faut juste appliquer des bonnes pratiques. Ça prend du temps, il faut le planifier, mais la vraie difficulté n'est pas là. Est-ce que ça a du coup drivé aussi le choix de ces premières équipes que vous avez remodifiées en termes d'appropriation du sujet? Alors, j'aimerais bien te dire, oui, on avait un plan hyper clair de voilà les équipes par lesquelles on va commencer parce que c'est la bonne chose à faire, etc. En pratique, la vie d'une entreprise, c'est aussi être pragmatique. Donc là, il se trouvait qu'il y avait des combinaisons de un manager qui part à ce moment-là, du coup tu te retrouves sans manager, t'as pas envie d'en réembaucher un sur un scope qui va disparaître. Donc bref, ça a forcé un peu notre main à certains endroits. Mais la réalité, c'est que on a commencé par les domaines qui étaient les plus faciles à rendre indépendants. Et on a terminé avec ceux qui étaient très très imbriqués dans le cœur du réacteur et qui sont plus difficiles à extraire. Voilà un retour d'expérience que vous ne retrouverez pas dans les livres. Ok, alors de ce que tu sembles expliquer, il y a certaines... si on prend le Data Mesh by the Book, 4 grands piliers, il y a des choix que vous avez dû faire ou pas faire du coup sur les éléments qui existent dans la théorie. Qu'est-ce que dans votre implémentation, qu'est-ce qui change? Est-ce qu'il y a eu des piliers sur lesquels vous vous êtes dit non, pas pour nous ou pas tout de suite, et au contraire ceux pour lesquels il fallait vraiment commencer de premier abord? Ouais, c'est une bonne question et du coup, comme j'ai pas potassé la littérature avec grand soin, je risque de te dire des trucs qui sont peut-être pas dans les 4 piliers. François de mes amis en merci. Non, donc là-dedans en fait, le truc qu'on n'a pas fait et c'est marrant parce que j'ai eu une discussion avec une boîte quelqu'un à qui on avait demandé est-ce que vous pouvez nous donner du feedback sur ce qu'on a fait, etc. qui m'a dit votre truc c'est pas un data mesh, vous avez pas de PO. Donc moi je suis pas quelqu'un de très conflictuel, donc j'ai dit ok si tu veux, c'est pas un data mesh. Et effectivement on n'a pas de PO. Donc sur la partie data as a product, c'est peut-être la partie sur laquelle on n'a pas encore beaucoup investi aujourd'hui. Et notamment on n'a pas de PO. Enfin en tout cas il n'y a pas une personne dédiée qui a le rôle de PO, ni de PM data. Après la partie qui est pas là mais qui est importante aussi, et si je me souviens bien de ce que je lisais des premiers articles de Zamac là-dessus, c'est rendre les équipes, les squads très autonomes
Et cette autonomie, elle vient aussi de gérer leur pipeline d'ingestion, ce que nous, on n'a pas fait. Pour l'instant, ils sont encore centralisés. La raison, c'est qu'on a essayé de trouver un équilibre entre le fait de mutualiser certaines choses, c'est quand même efficace, et mettre trop de choses dans les équipes en fonction de leur niveau de maturité et de la quantité de changements qu'elles ont déjà absorbés. Donc on a essayé, encore une fois, d'être assez pragmatique là-dessus. Est-ce que c'est un premier step que vous avez décidé et peut-être de futures évolutions, ou globalement les retours que vous avez sont vous allez en rester avec ce niveau d'implémentation? Alors, oui. Non, en fait, je préfère pas trop m'avancer là-dessus parce que c'est très difficile de prévoir le futur, et notamment la réponse à ta question, elle dépend beaucoup de c'est quoi la taille de l'équipe dans 6 mois, dans 1 an. Ça dépend beaucoup de c'est quoi les cas d'usage et ce qu'on va nous demander de faire, qui dépend beaucoup de comment le business va se comporter à cette échéance-là. Et quand je vois les 3 ou 4 dernières années entre le Covid, le conflit en Ukraine, en fait, c'est des choses qui sont extrêmement difficiles à prédire. Donc, est-ce que c'est la fin de l'histoire et le truc va rester figé? Non, je pense pas. Dans quel sens il va évoluer? Il y a quelques pistes. Si en fait l'organisation doit continuer à grandir, on double la taille de l'équipe, bah oui, on va créer davantage de squads. Comme elles seront plus grandes, on va aussi leur mettre plus de responsabilités. Donc peut-être la partie qu'on a centralisée aujourd'hui, on va la distribuer. Ça, c'est des choses qui évoluent. Et si l'orga change pas de taille, je crois qu'il y a un phénomène de maturité qui va se mettre en place. L'ingestion, je ne sais pas si c'est le truc qu'on changera le plus vite, mais par contre, le sujet PO et tout, ça, c'est des questions qu'on peut avoir avec les équipes produits. Ok, ouais. Et alors, du coup, tu mettais beaucoup l'accent sur ce côté culture, humain et organisationnel dans le premier abord pour ce type de transformation. Est-ce qu'au-delà de l'équipe data, il y a eu des transformations qui ont été à opérer aussi du côté business, du côté métier, pour aussi s'adapter à cette nouvelle organisation? Pour l'instant, peu. Je crois que c'est aussi parce qu'on était déjà assez proche, pas connectés toujours de la bonne manière, mais déjà assez proche de ces équipes-là. Après, il y avait une volonté aussi de notre côté de faire ces migrations-là en essayant de les impacter le moins possible. C'est pas toujours évident, mais on a essayé de le faire. Donc non, on leur a pas demandé de se reconfigurer, etc. Et ça, pareil, c'est aussi quelque chose... si tu regardes la littérature, souvent il y a en fait les équipes data, c'est pas des équipes data à part entière, elles sont intégrées dans une unité business, etc. Donc c'est un truc qu'on n'a pas fait. Aujourd'hui, toute la data reporte à une personne et c'est pas distribué dans l'orga. Encore une fois, je crois que c'est une question de maturité. Peut-être que dans 3 ans, ce sera le cas. Difficile à prédire. Donc, est-ce qu'on a eu beaucoup de transformations opérées? Pour l'instant, non. Dans le futur, il y en aura, notamment parce que les sujets de data quality, gouvernance, ça se gère pas que via l'équipe data. Et ça, si tu mets pas dans la boucle les parties prenantes, soit les producteurs, soit les consommateurs finaux, il y a peu de chances que tu arrives à bien le faire fonctionner. Ouais. Mais nous, c'est des sujets qu'on est en train d'ouvrir petit à petit parce qu'on a fermé les précédents et du coup, on a de la bande passante pour résoudre cela maintenant. Donc pas forcément de gros changements au-delà de l'équipe data. Au final, vous avez tenté d'adopter une organisation miroir de vos différentes équipes produits. Ouais. Ouais, exactement. Ça, c'était un truc qui me paraissait important. À la fois sur l'aspect améliorer notre vitesse de delivery et sur la qualité. Il y a un truc qui me paraît clair, sur lequel j'ai une conviction assez forte, c'est si tu peux pas avoir de la qualité si t'as pas de la responsabilité, et tu peux pas avoir de responsabilité si en fait il y a quelqu'un qui produit quelque chose. Après, ça passe dans un espèce de gloubi-boulga où tu sais pas qui s'en sert et il n'y a pas de personne identifiable sur le chemin. Et à la fin, c'est utilisé par une personne. Du coup, ce qui se passe au milieu, c'est ingérable. Et ça peut pas faire un truc de bonne qualité. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de construire, de se mettre en miroir des équipes produits engineering. Aussi parce que d'un point de vue ingestion de données, génération de la donnée, technique, ça a du sens. Et quand les équipes, les squads data veulent mettre un produit data en production, algorithme de machine learning, rapport tableau, etc. En fait, c'est plus logique d'être bien connecté à tes utilisateurs finaux que si tu as une équipe d'analyse qui discute avec 35 PM, quoi. En effet. Et au niveau des
des impacts potentiellement que ça a eu sur, en termes de culture, déjà au sein des équipes data, mais peut-être de manière plus générale, l'impact sur la manière dont l'ont vécu les personnes, en termes tout simplement humains et pas uniquement organisationnels. Comment vous avez géré ça? Est-ce qu'il y a eu un sujet autour de ça? Ouais, bien sûr, il y a eu, j'en vois, enfin, je vais commencer par celui qui s'est bien passé, et après il y en a deux autres qui ont été plus difficiles à gérer, et je sais pas si on les a complètement résolus. Ce qui marche très bien aujourd'hui, c'est que les équipes, les squads font des retours très positifs sur les synergies que ça crée de travailler avec plusieurs compétences sur la même chose. Et ça, du coup, c'était quelque chose qu'on avait vachement de mal à faire fonctionner avant et qui marche bien maintenant. Si on regarde les choses qui ont été plus difficiles à gérer, pour les data engineers, on a complètement changé la manière dont ils travaillaient. Et ça, c'est un changement qui est lourd, qui n'est pas facile à digérer, qui prend du temps. Pendant ce changement-là, on commence à leur dire maintenant, il va falloir changer l'architecture, le design, etc. Donc ça fait beaucoup de choses à digérer. Donc eux, clairement, si vous voulez passer sur une organisation similaire, faites attention à eux et embarquez-les dans le projet très tôt. Ça ne rendra pas la difficulté moins grande, mais ça rend les choses plus faciles à aborder. La deuxième partie, c'est plus une question de à quelle taille vous faites ce changement-là. Nous, on se retrouve avec des squads où parfois il n'y a qu'un expert d'un métier, parce qu'on n'est pas suffisamment, ou c'était pas très logique de réduire le nombre de squads pour avoir plus de gens du même métier dans une squad. Il y a un trade-off à faire entre de l'autonomie et de la redondance. Et du coup, ça, il y en a certains pour qui c'est difficile. Il y en a d'autres qui c'est pas que ça n'existe pas, mais en fait, les synergies qu'il y a dans l'équipe, le fait de travailler avec des gens qui ne sont pas de leur métier, ça va largement compenser l'aspect d'être un peu seul. On le compense via les chapters, mais ça reste un point aujourd'hui sur lequel on n'a pas vraiment de bonne solution. Donc votre chapter, c'est des sortes de communautés de pratiques par expertise, histoire d'avoir un alignement et une harmonisation de vos pratiques, même si les personnes par profil sont dans des équipes différentes. Exactement, ouais. Et ça me permet de rebondir sur un sujet plus autour de la gouvernance que vous avez dû mettre en place. Les différents membres de ces chapters font partie de votre équipe de gouvernance fédérée ou ça ne fonctionne pas exactement comme ça? Oui, si, et je crois que c'est important de les impliquer pour deux raisons. La première, c'est en fait, ils ont de l'expertise métier et le fait de basculer sur une organisation par domaine, il faut quand même protéger cette expertise métier-là. Le risque étant sinon d'avoir des pratiques très différentes dans les différents domaines, voire même parfois d'avoir des domaines où ça ne marche pas du tout parce que c'est pas designé de la bonne manière, parce que ça devient très dépendant sur un petit nombre d'individus, donc on perd un peu la force de l'équipe. Et après, le deuxième aspect, c'est, je crois que c'est important de construire des organisations où les managers en fait font pas tout. Et du coup, impliquer les chapter leads qui sont des contributeurs individuels, c'est un moyen de faire ça. Sachant que les chapter leads ne sont pas les seuls et que là, on est en train d'étendre le groupe pour avoir des propositions qui viennent de n'importe qui dans l'orga. Alors après, faut quand même être réaliste. On peut pas avoir, c'est trop coûteux d'avoir des consensus sur tout et tout le temps. Donc il y a quand même un plus petit groupe qui après revoit ces propositions-là, pose des questions et à la fin valide les décisions qui sont prises, notamment quand elles impactent 10, 20, 30 personnes. Mais par contre, on les fait contribuer à la gouvernance, bien sûr. Et peut-être plus dans le détail du quotidien, comment vous avez ritualisé ça? Est-ce que c'est des nouveaux rituels que vous avez dû mettre en place? Le lancement de cette équipe de gouvernance, comment vous avez ritualisé ça? Alors, c'est moins une équipe qu'un groupe, notamment il y a une question de taille aussi, hein. On serait 400 dans la data, il y aurait probablement une équipe dédiée parce qu'il y aurait tellement de sujets que ça n'aurait pas de sens de le gérer différemment. Mais pour l'instant, c'est important pour moi que ça ne soit pas une équipe, justement pour que ça reste fédéré et de distribuer un peu cette responsabilité et que tout le monde se sente acteur du sujet, versus tu as une équipe gouvernance, c'est eux qui prennent les sujets, moi je fais pas de gouvernance. Donc ouais, ils contribuent et la manière dont on l'opère, c'est qu'on se voit, la cadence est en train d'évoluer au fur et à mesure où on traite des sujets. Pour l'instant, on se voit encore toutes les 2 semaines. Je pense que dans un moment, on se verra plus qu'une fois par mois.
pour discuter des sujets en cours, prendre des décisions. Et on essaye de faire un maximum de préparation en asynchrone. Donc si quelqu'un a une proposition à faire, il va publier un document, on a X semaines pour le revoir, faire nos commentaires. Il y a une discussion en live s'il y a des points qu'on n'arrive pas à clore en asynchrone, et après on prend une décision. Oui, donc il y a une espèce tout de même de rigueur qui a été mise en place dans la manière d'adresser différents sujets. Après, vous êtes en train d'adapter aussi le nombre de rituels, et maintenant que ça devient plus mature, les choses avancent naturellement. Peut-être, je réalise un truc, c'est... moi, quand je parle de gouvernance, là, quand je parle de data gouvernance, je parle de gouvernance du département data. Donc, il y a à la fois l'aspect gouvernance de la data en elle-même, enfin de l'objet physique, et là, il va y avoir des sujets data quality, RGPD, qui a accès à quoi, etc. Et après, il y a la gouvernance aussi de l'équipe, c'est quoi les règles qu'on s'impose pour travailler ensemble, etc. Oui. Donc, je mets les deux dans le même panier, il n'y a pas que l'aspect data cataloging, lineage, etc. Ok. Et ça me permet peut-être de rebondir sur un côté plus architecture, infrastructure. Tu as du coup une équipe que tu appelles Data Ops qui est assez centrale, qui va avoir pour objectif de veiller au respect des méthodes de développement, des différents patterns, etc. Comment est-ce qu'elle fait aujourd'hui, cette équipe, pour suivre la croissance du nombre de squads, du nombre de développeurs qu'il va y avoir? Est-ce que certains membres de cette équipe sont déportés au moins temporairement dans les autres équipes domaines? Voilà, comment est-ce que cette équipe se structure? Alors, au risque d'être un peu prosaïque, pour l'instant, on n'a pas de problème de comment elle fait pour suivre la croissance des autres squads, parce que depuis janvier, c'est assez stable, donc ça marche plutôt bien. Après, la question est pertinente. Si on devait rajouter 2 ou 3 squads, il y a un moment où ce setup-là ne marcherait plus, de la même manière qu'il ne marchait plus avant sur d'autres sujets. Donc pour moi, il y a... Encore une fois, je regarde beaucoup les sujets maturité et taille d'équipe quand je considère des organisations. Donc aujourd'hui, à la taille d'équipe qu'on a, c'est possible et c'est gérable. Ils font un super bon boulot et il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Maturité, je pense que dans un an peut-être ou dans 2 ans, même si on n'a pas changé de taille d'équipe, peut-être on se dira, en fait, le scope que gérait l'équipe centrale il y a 1 an, on peut le réduire et il y a des parties qui vont être distribuées dans les squads. Peut-être pas. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Après, est-ce qu'on envoie des gens de l'équipe centrale, cette équipe DataOps, dans les squads? On est en train de le faire. Là, on a un cas en particulier. Par exemple, il y a quelqu'un qui part en congé paternité. On va le remplacer par quelqu'un de l'équipe DataOps. Ça a 2 grandes vertus. Le premier, c'est que cette équipe DataOps, elle fournit des outils et des patterns pour les autres squads. Donc, s'ils ne sont pas proches de leurs clients, il y a peu de chances qu'ils fassent un super boulot. Donc il y a cet aspect-là qui est important. Le second, ça permet aussi de faire un peu tourner les effectifs et de proposer aux gens qui sont dans les équipes de changer un peu d'environnement, et ça fait beaucoup de bien. Oui, c'est votre manière d'adresser le potentiel risque de décalage entre une équipe centralisée qui a moins d'intérêt sur le côté business et les équipes plus orientées par domaine. Et donc de faire vivre les deux et qu'il y ait une vraie collaboration par l'exemple qui se met en place. C'est marrant parce que chez Blablacar, on a quelques principes qui régissent notre culture, enfin qui définissent notre culture et qui régissent un peu nos façons de travailler. Il y en a un qui est « Be the member ». Et du coup, ça, c'est une bonne application. Il y en a d'autres qui disent utilisez ce que vous faites ou consommez ce que vous produisez. Voilà, c'est un peu la même idée. En effet, ça se prête plutôt bien au contexte. Et comment, du coup, quand on parle de collaboration entre cette équipe centralisée et le reste des équipes par domaine, lorsque vous avez une prise de décision sur les évolutions de bonnes pratiques en termes de stratégie de pipelining, d'orchestration, etc. Comment sont gérées ces prises de décision entre ces différents interlocuteurs? Ouais, c'est bien parce qu'on a eu des cas d'usage récemment. Donc typiquement, sur un pattern d'ingestion, l'équipe qui va être responsable de développer la solution, c'est cette équipe DataOps. Par contre, les consommateurs du résultat final, ça va être les data eng dans les squads.
Du coup, la manière dont on fonctionne, c'est que l'équipe DataOps va se synchroniser avec le chapter Data Engineering, qui permet d'avoir toutes les squads d'un coup, qui discutent avec tout DataOps. Et ça permet d'avoir à la fois les besoins qui viennent du chapter Engineering et parfois des contraintes techniques ou des contraintes d'implémentation côté DataOps. Et généralement, ils convergent assez vite vers des solutions. Et après, dans l'implémentation, c'est ça qui est intéressant, c'est que sur un modèle distribué comme ça, quand on doit gérer des migrations techniques, et on est en train de s'en rendre compte, il y a deux grandes voies. Soit l'équipe DataOps dit « le produit est prêt, faites vos migrations ». Et là, tu sais quand ça commence, tu sais pas quand est-ce que ça se termine. Mais l'avantage, c'est que chaque équipe peut aller à son rythme et gère avec beaucoup d'autonomie et de responsabilité sa propre roadmap. Ou alors, tu te dis, le produit est terminé, vous avez jusqu'à telle date pour terminer vos migrations. Ça génère plus de friction, parce que tu imposes pas mal de choses. En revanche, il y a des moments où c'est aussi utile de tout migrer en même temps, parce que tu traites tous les problèmes d'un coup, et parfois, c'est beaucoup plus rapide de s'asseoir tous autour d'une table sur une semaine. On fait la migration, c'est terminé, plutôt que de la faire traîner sur 3 mois, où tu fais du double run, etc. Ok. Donc c'est plus cette deuxième option à laquelle vous êtes en train d'adhérer ou on va dire qu'on est en train d'y bouger, mais ça ne s'adapte pas à tous les sujets non plus. Enfin, il y en a sur lesquels, encore une fois, s'il y a si le coût c'est ton coût de double run ou le fait de garder des systèmes dépréciés, etc., t'as pas envie de payer ce coût-là et du coup tu fais la deuxième option. Si c'est moins important et que tu as des grosses contraintes de roadmap, bah, tu peux dire à chaque squad de migrer à ses risques et périls en prenant ces décisions. C'est bien aussi de responsabiliser les équipes de ce point de vue-là. Okay, complètement. Et à ce stade, du coup, étant donné que vous avez fait le choix pour l'instant, ne pas déléguer la partie pipelining, si je comprends bien, à chacun des domaines, en tout cas que ce soit pas uniquement, que ce soit aussi géré par l'équipe DataOps, c'est quoi les changements actuels ou à venir en termes tout simplement d'architecture par rapport à votre modèle centralisé initial de Data Lake, j'imagine, les changements que vous avez dit tout de même dû opérer aujourd'hui et ceux qui sont à venir? Ouais. Alors, pour être clair, donc on a centralisé la partie ingestion, c'est-à-dire vraiment la copie de la donnée de prod, par exemple, dans notre stockage qui après nourrit le data warehouse. Par contre, la partie transformation, etc., ça c'est responsabilité des squads. C'est pas l'équipe DataOps qui le gère, sinon en fait on n'aurait rien changé, ou très très marginalement. Donc comment ça évolue et c'est quoi les migrations techniques qu'on a? Aujourd'hui, notre principal challenge, c'est de se dire on a un warehouse monolithique. En tout cas, il y a une grosse partie du warehouse qui est monolithique. Ça cause beaucoup de problèmes parce que mauvaise gestion dépendance implicite, du coup très difficile à gérer. Donc ça, on est en train de le décomposer et le chemin qu'on prend, c'est de se dire il faut que on arrive à cataloguer tout ce qu'il y a dedans, trouver des gens, le mettre dans les domaines, donc trouver des owners, et ensuite, après, on va leur demander de faire des extractions, et ces extractions-là, on veut éviter à tout prix de reconstruire à côté from scratch, parce que par expérience, ça marche pas très bien. Et là encore, c'est marrant, parce qu'on s'inspire de ce qui est fait sur la décomposition du monolithe PHP qu'on a côté engineering. Et là, on est en train de prévoir ces étapes-là, et je pense qu'elles vont nous emmener jusque probablement Q1, le premier trimestre 2023. Ok, d'accord. De vastes chantiers à venir. Il reste du boulot, ouais. Peut-être, vu qu'on touche à la demi-heure de discussion déjà, prenons un petit peu de recul. Peut-être hors contexte Blablacar, maintenant que tu as un peu de recul aussi sur l'implémentation, de ton point de vue, si tu devais conseiller des personnes qui veulent adopter une approche data mesh, à quel niveau de complexité ou de taille d'organisation ça vaut le coup de vraiment le considérer? Alors, je suis vigilant parce que j'ai pas envie d'être cité après en disant Manu a dit ça, il faut pas le faire. Mais grosso modo, faire une organisation mesh si vous avez qu'une seule squad, je sais pas si ça a un grand intérêt.
c'est des ordres de grandeur, hein, et c'est à prendre avec des pincettes, mais en dessous de 3-4 squads, il faut se poser des questions de est-ce que c'est vraiment est-ce que j'ai choisi le bon problème et est-ce que c'est la bonne solution. Et après 3-4 squads, si tu as vraiment besoin des 4 métiers, la taille minimale d'une squad, ça va être genre 5-6 personnes. Si tu veux qu'ils gèrent en plus toute l'ingestion et tout, peut-être tu arrives vite à 8-9. Donc fois 3-4, t'es déjà sur peut-être une 30-35 personnes, c'est pas mal. Et après, en termes de niveau de maturité, il faut qu'il y ait déjà une certaine communauté de pratique. Sinon, le gros risque, c'est de faire de la distribution trop tôt, et du coup, que chacun, avec l'autonomie, peut venir aussi beaucoup de divergences. Donc, c'est de faire diverger en fait les pratiques pas au bon moment. Donc, faut quand même. Je crois que ça a du sens d'avoir centralisé les choses dès le début, parce que ça crée un peu des ancêtres communs, et ça après, ça facilite beaucoup le fait de gérer des organisations très distribuées. Ouais, ok, en effet. Ok, super. Je vais prendre quelques questions qui sont arrivées en live. Peut-être la première. Lorsque vous avez un nouveau produit ou une nouvelle feature qui doit sortir d'un point de vue produit, comment est-ce que c'est géré au niveau des équipes? Est-ce qu'elles sont prévenues à l'avance? Comment est-ce que vous vous organisez si jamais ça doit, j'imagine, soit impacter le travail d'une des squads ou faire travailler plusieurs squads ensemble? Comment est-ce que c'est géré à votre niveau? Ouais. Donc, première étape, c'est il faut avoir construit les bonnes relations avec les équipes produit engineering, histoire de ne pas apprendre que la feature va être faite au moment où elle est en prod, généralement trop tard. Donc ça, data mesh ou pas data mesh, ou peu importe comment vous êtes organisé, c'est juste créer les bonnes relations et en fait caler vos process de roadmap avec ceux du reste de la boîte. Après, comment ça se passe quand il y a une squad qui est mobilisée? Notre organisation miroir, elle a un avantage, c'est qu'elle réduit le nombre d'intervenants et le nombre de personnes à contacter pour, à la fois du côté de nos stakeholders, mais de notre côté aussi. Donc typiquement, la squad A, elle bosse avec un PM qui couvre plusieurs équipes engineering, et ça facilite vachement les choses. Si on a besoin d'impliquer plusieurs squads, là ce qu'on essaye de faire, mais pour l'instant on l'a pas eu via des projets produits, on l'a plutôt eu via des projets en interne. Ce qu'on fait, c'est qu'on se dit ok, ça c'est un projet qui est un projet data, et du coup on le sort un peu on le traite de manière un petit peu différente de la roadmap des squads, notamment parce que dans ces cas-là il faut avoir un project manager qui va s'occuper de la gestion de ce projet-là, faire la synchronisation, la coordination. Il y a des décisions d'arbitrage, de trade-off, de priorisation qui ne vont pas pouvoir être faites dans les squads, parce que l'une ne peut pas prioriser le backlog de l'autre, donc ça escalade en fait. C'est comme ça qu'on s'organise. Ok, ouais. Et comment est-ce que... du coup, là, vous avez une organisation, en effet tu disais qu'il n'y a pas forcément de PO data dans vos équipes. Par contre, il y a forcément du coup des interactions avec les PM de côté product. Comment est-ce qu'ils sont inclus, donc ces parties produits, dans les évolutions des bonnes pratiques, peut-être dans les parties de gouvernance ou de priorisation des sujets? Comment est-ce que vous incluez cette discussion commune data et produits? Alors, pour l'instant, je crois qu'on ne le fait pas ou pas très bien, mais c'était pas l'urgence non plus, donc je parle plus de ce qu'on ferait que de ce qu'on fait, de ce qu'on va faire en tout cas. Donc il y a deux aspects. Le premier, c'est vu qu'il y a une squad data qui correspond à un pôle produit, mécaniquement tu as de la proximité qui se crée entre tes PM et ton équipe data. Cette proximité, après, tu peux l'utiliser pour... elle te permet de faire circuler les sujets dans les deux sens. Tu as des sujets qui arrivent en disant on a besoin de telles analyses, ou on va rajouter telle feature, on veut mesurer sa performance, etc. Et du coup, nous, on va pouvoir pousser des sujets du genre cher ami PM, voilà un KPI, c'est toi le owner de ce KPI, il faut que tu nous définisses entre quelle borne et quelle borne t'es à l'aise, à partir de quel moment il faut qu'on t'en dise tiens, il y a un truc qui se passe, c'est pas normal, et ce genre de choses. Ok, ouais, en effet. Juste une dernière question, j'allais conclure. Il y a une question qui nous arrive.
Est-ce que tu peux nous dire quelques mots, Emmanuel, sur le travail en amont que vous avez dû faire d'acculturation, d'évangélisation, de formation, de sponsorship en interne pour engager ce changement? Ouais. Donc, la première phase, c'était diagnostiquer le problème qu'on avait. Et j'insiste là-dessus, c'est vraiment hyper important. Une organisation, c'est une solution à un problème. Si vous ne savez pas quel problème vous êtes en train de résoudre, vous ne pouvez pas trouver la bonne solution. Ou alors, vous avez énormément de chance, mais ce n'est pas une très bonne manière de gérer une équipe. Donc, le travail en amont, le début, c'est quel est le problème que vous voulez résoudre. Et ne partez surtout pas avec une solution déjà en tête, parce que sinon, vous allez vraisemblablement prendre le mauvais problème et 6 mois ou 12 mois après avoir implémenté la solution, vous allez vous dire ça marche pas. Donc identifier le problème. Après il y a de l'évangélisation à faire déjà pour se mettre d'accord sur ce problème, c'est notre problème et c'est le bon problème, parce que des problèmes il y en a plein et en choisir un, ça veut dire faire beaucoup de choix. Et ça c'est une évangélisation qu'il faut faire à la fois au sein de l'équipe data, mais aussi avec certains stakeholders ou en fonction de où est placée l'équipe data dans l'organisation, à minima avec N+1, 2, 3, pour se mettre d'accord là-dessus. C'est un changement qui mobilise les équipes et qui fait qu'on réduit la capacité à délivrer des projets. Sur la recherche de sponsors, c'est un contexte qui est très propre à chaque boîte. Nous, ce qui avait bien marché, c'était de trouver le bon problème et après d'expliquer en quoi la solution qu'on avait en tête, elle répondait à ce problème-là, et d'être clair sur voilà le plan. Il y a des trucs qu'on ne maîtrise pas, des trucs qui vont se passer et qu'on ne peut pas prédire aujourd'hui, mais ça, c'est ce qu'on a en tête et c'est ce vers quoi on veut aller. Ça a plutôt bien marché. Plus vous êtes capable de quantifier, et c'est marrant parce que les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés, et c'est aussi vrai pour les équipes data, plus vous êtes capable de quantifier le ROI de vos projets, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, combien ça coûte, c'est quoi les problèmes, combien ça vous coûte d'améliorer la qualité de la donnée, combien ça vous coûte de gérer des pipelines mal foutus, etc. Plus vous allez avoir du buy-in de votre management pour vous dire ok, on est prêt à mettre tant de ressources pour corriger ces trucs-là. Oui, il y a à la fois réussir à quantifier la problématique pour le justifier auprès des stakeholders, et puis on va dire un alignement sur la raison d'être et le problème à répondre, à résoudre avant de se lancer cœur et âme dans la solution. Une dernière question de William. Une fois qu'on a décidé de se lancer sur du data mesh et qu'on a assez d'équipes du coup pour le faire, combien de temps, peut-être de ton expérience, prend une réorganisation au niveau des équipes et de même au niveau d'une réorganisation au niveau de la donnée de l'entreprise? Peut-être que ce serait très, très spécifique à ton contexte. Je sais pas, parce que je l'ai pas fait dans d'autres contextes, donc j'imagine, mais nous, en gros, à partir du moment où on avait les idées claires sur c'est quoi les reporting lines, quels sont les domaines, etc., et qu'on s'était mis au clair là-dessus avec les managers, après, faire ces changements-là, ça a pris 3 mois. Et ça peut prendre 6 mois en fonction des tailles d'orga, comme ça peut prendre 2 semaines si c'est possible. Ça dépend pas mal de la culture de la boîte. Chez Blablacar, on fait souvent des réorganisations, donc c'est quelque chose qui arrive. Les gens c'est pas qu'ils sont habitués, mais c'est, je vais le dire peut-être d'une autre manière, il y a peu de gens qui sont là depuis très longtemps qui ne supportent pas de changer d'orga tous les 18 mois, parce que mécaniquement, ils ont été très malheureux. Donc je crois qu'on avait aussi un contexte qui faisait que c'était facile d'aller assez vite. Sur la partie plus architecture et technique, je pense qu'on va y passer, au total, on va y passer à peu près 6 mois. Et ça, c'est un paramètre qui peut vachement dépendre de où est-ce que vous placez le curseur entre les sujets roadmap et les sujets de migration. Est-ce que c'est possible de se faire aider temporairement, freelance, contracteur, etc. Est-ce que vous avez déjà toutes les ressources qu'il vous faut pour designer le nouveau plan et faire ça? Mais nous, je pense que les ordres de grandeur, c'est changement d'orga, reporting line, à peu près un trimestre. Et après, les changements d'architecture un peu plus longs parce qu'on n'a pas voulu... On a pris la décision de le faire sur cette timeline-là. On aurait pu le faire en 1 an, ou je ne sais pas si on aurait vraiment pu le faire en 3 mois, mais... Oui, ça aurait été au péril d'autres enjeux. On sacrifie d'autres choses, quoi.
Ok, très clair. Emmanuel, on arrive à peu près sur la fin de cet échange. Merci beaucoup déjà pour toutes tes réponses, d'avoir pris le temps de nous partager ton expérience. Peut-être as-tu un dernier message, un dernier conseil à adresser aux auditeurs sur le sujet. Non, bah, merci beaucoup pour l'intervention. J'espère que ça a été utile. Et ouais, enfin moi le conseil et le truc que je trouve important, c'est n'implémentez pas une solution si vous comprenez pas le problème que vous êtes en train de résoudre. Ça va pas très bien marcher. Donc le data mesh, c'est une solution. Comprenez, faites votre diagnostic et comprenez quel problème vous voulez résoudre avant de vous lancer là-dedans. Donc toi, les lectures de data mesh ont été une source d'inspiration, mais absolument pas quelque chose qu'il fallait absolument copier tel quel pour répondre à votre problématique. Bah non, je pense que je serais quand même assez dubitatif si quelqu'un me disait « Ah, j'ai lu l'article et du coup j'ai compris quel problème on avait ». Enfin, ça me paraît un peu étrange. Ça peut ouvrir des chakras, mais en effet, ça... Mais par contre, c'est vrai que moi, c'était un truc auquel j'avais pas forcément... Enfin, c'était une solution à laquelle j'avais pas pensé avant, sinon j'aurais probablement écrit les articles moi-même. Mais donc oui, ça permet d'avoir de l'ouverture d'esprit et de penser à des choses différentes. Ça, c'est sûr. Par contre, il faut définir en amont quel problème on a envie de résoudre. Clairement. Et en tout cas, voilà, un grand merci. C'est avec des acteurs comme toi qu'on ouvre le champ des possibles et qu'on montre ce qui a été implémenté dans d'autres circonstances. Et ça permet de réfléchir aussi à nos contextes respectifs. Donc un grand merci pour ce retour d'expérience. Bah, avec plaisir.